Vas-y, faut le dire. La première question. Non, pas trop. Non, non. Non, mais là, de toute façon, là, c'était juste pour Tu l'as dit, président. le contexte. Non, Alors, mais- on y va. Alors, donc du coup, vous vous attendiez au rejet du pouvoir devant la Cour de cassation. Ah non, on s'y attendait, puisque effectivement, nous savons comment la France, quand on dit la France, l'État français a un comportement ignoble et détestable vis-à-vis des colonisés d'une façon générale et d'une façon particulière, des colonisés qui s'appellent toujours des domiens, hélas. Donc nous étions au courant. Mais nous sommes des gens persévérants, Alors, justement. comme Oui. nos ancêtres. Oui, oui. Et c'est pourquoi nous avons voulu poursuivre jusqu'au bout, épuiser toutes les procédures juridictionnelles. D'accord. Et aujourd'hui, nous passons à un autre niveau. Cet autre niveau, eh bien, sera défendu par non seulement le noyau juridique que nous avons mis en place et qui a bien fonctionné gratuitement en tant que militant, mais par d'autres avocats, d'autres juristes qui vont nous rejoindre, qui sont en train de nous rejoindre. Et ça, effectivement, nous allons faire plier la France au niveau international parce qu'effectivement, la France arrive à attendre lorsque tout simplement il y a une masse au niveau international qui bouge. Nous allons faire ce travail-là. Donc, vers quelle juridiction maintenant vous vous tournez? Et la Cour européenne de justice, d'une part, et le Conseil des droits de l'homme et des libertés à l'ONU. Vous pensez que vous ne serez pas déçu par cette juridiction? Écoutez, un combattant, un militant, un guerrier, eh ben, n'est jamais déçu. Il va toujours jusqu'au bout. Mais je dis cela en pensant à tous ceux qui étaient avant nous. Tous ceux qui étaient avant nous ont fait que nous soyons là aussi forts, aussi bien debout, et debout droit, et sur nos pieds, et plus que debout dans nos têtes. D'accord. On avait la troisième question. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment expliquer clairement pourquoi ce combat est imprescriptible? Alors, je vais laisser à Maître Manville, juriste, le soin de m'expliquer comment. Si on a fait ce combat, c'est qu'on sait qu'on va le gagner, déjà. Un juriste ne s'engage pas dans une voie juridique s'il ne pense pas qu'il va gagner. Surtout que, comme on vous l'a dit, ça fait 15 ans qu'on se bat. Ça nous coûte beaucoup d'argent à nos cabinets, parce que c'est beaucoup de travail. Effectivement, si on voit l'évolution de la procédure, on voit que à chaque décision de justice, la position de l'État s'affaiblit et les juges sont de plus en plus contraints de dire des choses que nous voulons qu'ils disent. On perd, mais ils parlent notre langue aujourd'hui. Par exemple, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui dit plusieurs choses qui sont fondamentales, qui jusqu'à maintenant étaient niées, et par l'État et par les juges. 1. Le droit à réparation des ayants droit de victimes des deux crimes de la traite et de l'esclavage existe. Il s'enracine dans le décret d'abolition. 2. Ce droit existe et il y a une voie judiciaire pour faire exécuter ce droit. 3. Vous n'avez pas agi suffisamment vite et c'est la raison pour laquelle nous, Cour de cassation, nous vous opposons une fin de non-recevoir qui n'est pas une opposition sur le fond de la question, mais une opposition de procédure. Si vous n'engagez pas le procès pour vos droits dans un temps prescrit, vous êtes prescrit à agir. La Cour de cassation nous dit, non pas que nous sommes prescrits, mais que nous n'avons pas démontré que nous ne l'étions pas. Parce que nous n'avons pas démontré qu'en 1948, la Cour d'appel de Fort-de-France et la Cour de cassation reconnaissent qu'entre 1848 et 1948, c'est-à-dire pendant un siècle, nos ancêtres n'étaient pas en mesure d'avoir la connaissance de la créance qu'ils ont sur l'État, État français criminel qui a commis les deux crimes. Le juge du fond, le juge de la Cour d'appel de Fort-de-France a dit « Je vous accorde
votre moyen de droit, qui était de dire la prescription n'a pas couru parce que nous ne pouvions pas agir, mais je vous l'accorde pour 100 ans. Et après 100 ans, c'est terminé. Et la Cour de cassation dit, mais le juge du fond a raison, parce que vous n'avez pas démontré qu'après 100 ans, vous n'aviez pas, plutôt, la suspension du délai de prescription se poursuivait. C'est déjà une première erreur en droit, puisque la charge de la preuve était à l'État et non à nous. Aujourd'hui, le débat, c'est si nous assignons à nouveau, et nous allons le faire, parce que nous allons, au niveau des juridictions internationales, mais nous allons multiplier maintenant les procédures devant les juges du fond. On va multiplier partout en France des procédures où un petit groupe de descendants d'esclaves vont aller devant un tribunal et dire voilà, la Cour de cassation a dit, eh ben nous on va vous démontrer que la suspension du délai de prescription à partir de 48 s'est poursuivie. Et si elle s'est poursuivie jusqu'au moment où on engage notre action, vous devez nous donner nos droits, conformément à votre jurisprudence. Donc en fait, cette décision qui nous déboute, en fait, nous donne les moyens juridiques d'aller beaucoup plus loin, à la fois devant le juge du fond et à la fois au niveau des instances internationales. Donc le pari d'origine, qui n'est pas un pari, qui est un constat d'un juriste, qui est simple, vous savez, c'est basique. Il y a un crime, il y a des victimes, il y a un dommage, les victimes ont droit à réparation. Qui est le criminel? La loi Taubira le dit. C'est l'État, c'est les puissances européennes, esclavagistes. Qui sont les victimes? C'est les déportés et les esclaves, et nous, les ayants droit de ces victimes des deux crimes. Et il y a un préjudice, parce que quand vous mettez tout un peuple, et c'est pas un peuple, c'est des peuples, en esclavage, que vous les assassinez, que vous les torturez, que vous les humiliez, que vous les réduisez à des meubles, à n'être plus un humain, vous subissez un préjudice qui est incommensurable, mais qui est réparable. Parce qu'on nous dit c'est irréparable, parce que le crime est tellement immense qu'il n'est pas réparable. Et quand vous perdez votre père, c'est irréparable, et on vous répare. Si votre père est tué dans un accident de voiture, bah vous avez le droit à une indemnisation. Alors c'est ridicule. Et nous n'allons pas accepter des indemnisations ridicules. Parce que ce sont des générations et des générations d'esclaves qui ont souffert, qui ont été humiliés, qui ont été assassinés. Et ce préjudice de chaque esclave passe dans l'esclave qui est son descendant, jusqu'à nous. Et puis nous avons un préjudice spécifique, qui est le préjudice qu'on appelle par l'épigénétique. C'est-à-dire que le traumatisme de l'esclavage et de la traite se transmet par les gènes. Et ça, ce préjudice, nous allons aussi le faire valoir. Donc nous savons, c'est mathématique que nous allons gagner. Évidemment, les juges résistent, parce que les juges sont les agents de l'État, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il y a un moment donné où ça ne marche plus. Pour les juifs, ça a été pareil. Au départ, ils ont résisté, ils ont fini par céder. Parce que moralement, ils ne pouvaient plus tenir, et puis juridiquement, ils ne tenaient pas. Pour nous, ce sera la même chose. Je dis que dans 10 ans, les juges français vont commencer à dire oui, vous avez droit à réparation. Et ensuite, la question sera du montant de la réparation. Alors, il faut savoir que l'action que nous avons menée au départ, c'est deux choses. C'est une expertise pour évaluer le préjudice et la demande de réparation avec une provision de 20 milliards d'euros. D'accord, justement, on a une question sur, sur cette réparation financière. Donc, si vous arrivez à obtenir une réparation, qu'est-ce que vous ferez avec l'argent? Alors, c'est pour ça qu'on a demandé une expertise. On a demandé une expertise d'abord pour constituer un collège d'experts qui, lui, sera chargé de définir quels sont les experts qui vont pouvoir gérer la question de la réparation. Quel est le préjudice? Comment l'évaluer? Comment gérer la question de la réparation? À qui on va donner l'argent? Par quel mécanisme? Qui va être réparé? Comment? Donc ça, c'est pas les avocats, c'est pas les juristes qui peuvent le dire. Nous avons demandé qu'un collège d'experts constitue un autre collège d'experts qui répondra à l'ensemble de ces questions. Dans la procédure que nous avons mis en place, nous avions dit que les 20 milliards d'euros doivent être remis dans un compte séquestre qui serait géré par les collectivités et par les associations qui militent pour la réparation. D'accord. Surtout pas l'État. Pas la Caisse des dépôts et consignations. C'est eux qui ont payé les maîtres esclaves. C'est eux qui sont complices du crime. L'État est complice du crime et continue à l'être. D'accord. Ok, maître Monville. Bon, c'est bon. On enregistre.